peu tardif, et pour parler de culture et de politique. On ne pouvait pas imaginer un festival des idées sans parler de culture. C'est fortement d'actualité aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui puisque le plan de relance du gouvernement a été annoncé, il était attendu. On a un secteur culturel qui a beaucoup souffert comme beaucoup d'autres d'ailleurs, durant cette crise sanitaire. Et il nous paraissait essentiel de pouvoir débattre de la place des artistes, de l'art, des œuvres d'art dans nos sociétés contemporaines. On va le faire pendant 1h30. Je vais vous présenter rapidement les trois intervenants. Je vous donnerai aussi la parole, puisque l'idée c'est qu'on puisse, même si ce débat n'est pas un débat inversé, c'est qu'on puisse aussi vous entendre et qu'on parte de vos questionnements. Puis après on creusera un peu plus finement avec Fabienne Brugière, qui est philosophe, président d'université, du moins président d'un regroupement d'universités qui s'appelle Paris Lumière, qui est le regroupement de Paris 8 et de Nanterre. Fabienne, tu es spécialiste de beaucoup de choses, mais notamment des questions du care, du prendre soin. Tu as beaucoup de... Pardon. J'ai l'impression que c'était trop bruyant. Je m'étais un peu éloigné du micro. Donc Fabienne, tu es spécialiste du care, du prendre soin. Notamment, tu as beaucoup travaillé sur ces questions, qui t'a amené aussi à aborder la question de l'hospitalité. Et tu as écrit un livre avec Guillaume Leblanc sur la fin de l'hospitalité. Tu as un champ de philosophie et d'intervention assez pluriel. Tu travailles aussi sur les questions de féminisme, avec un dernier ouvrage à partir de la phrase fameuse de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Tu as aussi participé à l'importation des thèses de Judith Butler en France. Tu as travaillé sur la philosophie de l'art, et c'est notamment pour ça qu'on voulait t'avoir ce soir, pour qu'on puisse regarder ce que le champ artistique fait aux politiques. Et on verra que c'est une relation de fait duale. Mazarine Pinjot, donc tu es écrivaine, auteur, tu écris beaucoup notamment sur la famille, un premier roman qui s'appelait Premier roman, un dernier ouvrage qui s'appelle Se taire chez Julia. Tu essayes de dessiner effectivement une littérature qui parle aussi du quotidien. Un essai qui m'avait beaucoup marqué, en tout cas qui m'avait beaucoup intéressé, sur les questions de transparence. La transparence, ce que veut dire ce mot aujourd'hui. On va voir que c'est important aussi quand on parle de culture, puisque se pose la question aussi de la façon dont on rend des comptes et la façon dont la démocratie vit. Tu es aussi enseignante en philosophie à l'université Paris 8. Donc, là, vous croisez à la fac et par un peu de chance ici. Tu as fait une thèse sur René Descartes. Alors on n'apportera peut-être pas cet aspect philosophique à 22h, en tout cas je ne le souhaite pas. Et on va parler donc notamment de tes engagements en tant qu'écrivaine et la façon dont la littérature nous dit des choses et dévoile le monde. Augustin Trapenard, merci d'être aussi avec nous. Alors tu viens ici avec une double casquette. La première, c'est celle de journaliste. Alors, je vais avoir l'outrecuidance de te présenter, mais je pense que je n'ai pas besoin beaucoup de te présenter. Mais en tout cas, tu auscultes chaque matin un peu la façon dont l'art se déploie en France, en recevant des écrivains, des réalisateurs, des chanteurs, des chanteuses. Tu essayes de montrer le dynamisme artistique qui se déploie en France. Tu fais ça donc avec ton émission Boomerang sur France Inter. Et dans une émission qui s'appelle 21 cm, plus centrée sur le cinéma, donc sur Canal+.
Et d'ailleurs, demain, tu seras avec Alain Damasio, qui est un grand écrivain et qui nous dit beaucoup de choses avec la science-fiction sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Tu viens aussi ici parce que tu es président ou parrain plutôt, d'une ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, une ONG qui a été créée il y a un peu plus de 13 ans par l'historien Patrick Weil, avec l'idée que la culture devait être mise au centre, et surtout au centre d'endroits où elle n'existe plus. C'était le pari de Patrick Weil de remettre la culture, notamment dans les camps de réfugiés, avec des statistiques effroyables des Nations Unies disant que une fois qu'un réfugié a sa vie sauvée, il reste un temps considérable. Alors j'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est plus de 10 ans. 18 ans, donc bien plus de 10 ans, 18 ans dans un camp, et une fois qu'il est dans ce camp, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est tout le projet de Bibliothèques sans frontières, l'accès, au-delà de la culture, c'est l'accès à la connaissance, au savoir, et c'est ça qu'on va essayer de questionner un peu ce soir, c'est la place de la connaissance dans nos sociétés, comment on se représente le monde, comment des récits existent, comment des ailleurs, des utopies nous permettent de dessiner peut-être un projet politique. Donc voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaît, parce que si ça ne vous plaît pas, j'ai pas beaucoup de plan B. Sinon, on discutera d'autres choses. Et d'ailleurs, en parlant de discuter, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous passer la parole et de faire un premier tour de piste avec vous, avant que je commence à entamer et questionner nos invités. Donc la parole circule, il doit y avoir des micros normalement, sinon je vous prêterai le mien. On est tous masqués, j'ai mis du gel hydroalcoolique, donc ça devrait être bon. Il fait très chaud, c'est horrible. Voilà. Les micros arrivent. Alors si quelqu'un veut fendre la glace pour commencer. Très audacieux, c'est compliqué, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne intervention. Sinon, voilà, parfait. Bon, je me lance, puisqu'il faut bien commencer. Oui, comme dirait Jean Kalevich, pour commencer, il faut commencer, on n'apprend jamais à commencer. Exactement. Je me présente, donc je suis Alexandre, j'ai 20 ans, je suis étudiant. Ce que j'ai remarqué beaucoup en politique, parce que j'aime bien débattre sur différents sujets politiques, sur différentes thématiques, et il y a un truc qui est souvent revenu, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, culturellement parlant, les gens n'ont pas forcément une culture politique, ou pensent avoir une culture politique qui n'est pas toujours très bien fondée. On voit beaucoup, par exemple, les gens parler de fascisme, de totalitarisme ou je ne sais quoi d'autre, sans même savoir vraiment définir de ce dont ils parlent. Alors, je pourrais parler de plein d'autres mots, il y a beaucoup de mots où justement la politique prend le pas sur la culture et la politique donne sa propre définition aux mots qui pourtant avaient leur propre définition qui elle-même est des fois politique. Et je pense que c'est un problème du fait que les gens, finalement, à la fin, donnent leur propre définition aux mots. Et ça participe au fait que on ne se comprend plus quand on dialogue. Parce que quand quelqu'un parle de quelque chose, on n'est pas sûr qu'il entend la même chose que nous à travers certains mots. Et je pense que culturellement, ça peut être un problème quand on veut se parler. Merci. On va prendre peut-être 2-3 autres interventions avant que les invités répondent. Sinon, on se dit qu'une intervention, c'est déjà pas mal pour... Ah non, monsieur. Allez-y. Oui, moi je voulais parler au niveau de la culture aussi, c'est ce qui se passe par tout ce qui est autre que la littérature. Je parle du dessin, de la peinture, etc., qui sont le reflet de l'histoire. Puisque toute notre histoire, qu'on le veuille ou non, on la reflète dans les grands tableaux de les grands maîtres. Et aujourd'hui, dans l'époque moderne, il y a aussi ce qu'on appelle les caricatures, les bandes dessinées, qui aujourd'hui
qui permettent aussi d'exprimer la liberté de penser, la liberté d'expression. Et on sait aujourd'hui que tout ça, c'est un peu contesté avec l'actualité. Donc moi, je voudrais savoir, dans vos invités, jusqu'où ils pensent qu'on peut se servir de ce genre de culture par les arts, jusqu'où on peut aller pour définir notre société. Est-ce que la liberté d'expression est illimitée? Est-ce que, d'après vous, elle peut avoir des limites? Est-ce qu'elle doit être contrôlée? Et ça, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que c'est exactement ce qu'on entend dans les médias et personne ne donne la réponse. Bon, comme les deux questions sont... Ah, peut-être encore une intervention? Bonjour. Alors le thème de la conférence, c'est comment la culture... Alors attendez, je ne sais plus. Culture et politique, c'est comment la culture influence la politique. Et moi, je poserais la question inverse, c'est pourquoi la culture n'influence pas la politique? Parce que la culture, elle est où dans la politique? Je ne suis pas sûre qu'on ait des hommes politiques aujourd'hui qui soient d'un très haut niveau culturel, je ne vaux pas mieux qu'eux. Hein. Et puis, le budget de la culture, et puis les manifestations culturelles, leur financement, enfin, voilà. Je retourne la question. Bon, tu vas prendre le niveau. Tu veux répondre là-dessus, Mazarine, sur le niveau? C'est trois questions très riches. Si on arrivait à résoudre les trois problèmes, je pense qu'il n'y aurait même plus de débat. Enfin, c'est que le champ du dialogue serait à nouveau ouvert et que les problématiques d'autocensure que vous avez évoquées et de malentendus sur les mots, qui effectivement, à mon avis, est central aujourd'hui parce qu'il raconte aussi des abîmes générationnels, une culture qui n'est plus commune, et je pense que ça, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans le fait que la culture, ça on va en parler, qui est un des lieux de chantier de la réflexion, de chantier des idées, de lieux de création, qui devrait être justement un espace du commun, ne l'est plus. Donc c'est effectivement, et notamment du fait du langage, notamment du fait de ce qui devient des homonymes. Vous avez parlé, je ne sais pas, de fascisme, de totalitarisme. Aujourd'hui, on prend ces mots de manière très légère, et effectivement, derrière, il y a quand même toute une construction intellectuelle pour essayer de définir, alors juridique, intellectuelle, historique, politique, pour essayer de définir ces mots qui sont quand même très, très lourds de sens. Et en effet, je pense qu'à partir du moment où le langage n'est pas le même, alors la culture ne peut plus être commune. Et je ne sais pas, là c'est aux politiques qu'il faudrait demander comment faire pour essayer de recréer des signifiants qui soient communs. Et lorsque les signifiants ne sont pas communs, eh bien, c'est la guerre des générations, c'est la guerre des communautés. Et c'est un petit peu ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui entérinent et qui rendent exponentiel, à mon avis, ce phénomène qui est celui de bulles parallèles qui n'arrivent plus à dialoguer, qui n'arrivent plus à se rencontrer, non seulement parce que les algorithmes sont ainsi faits qu'il devient quasiment structurellement difficile d'aller à la rencontre de l'autre, mais aussi parce que, vous l'avez dit, je pense que la terminologie devient extrêmement problématique dans la mesure où on n'entend plus le même sens derrière les mêmes mots. Alors, il y a ceux qui ont vécu les mots, ceux qui arrivent à mettre un contenu émotionnel, une expérience derrière ces mots, donc pour lesquels forcément ces mots ne voudront plus dire la même chose que pour les très jeunes générations qui semblent très coupées d'une certaine réalité. Moi, je suis toujours très sidérée par, non pas par l'absence de connaissances livresques, mais par la capacité d'arriver à comprendre de quoi il est question derrière. Et en même temps, c'est le lot des générations. Hein. Chaque génération un peu dégage ce qu'il y a eu avant pour essayer de reconstruire quelque chose de neuf. Je pense que c'est un mouvement assez naturel, mais c'est vrai que ça devient très problématique. Et sur l'exemple des caricatures, puisque vous avez mis les pieds dans le plat, évidemment, et c'est assez central aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, cette question de l'impossibilité du dialogue, dont la problématique du langage est l'une des expressions, est l'un des symptômes,
effectivement, moi, il me semble que la possibilité du dialogue est devenue extrêmement complexe aujourd'hui. D'abord parce qu'il n'y a plus d'espace public. Il est où l'espace public? Enfin, là, il est là. On le crée, il est vivant, il est maintenant, on dit, présentiel et aussi virtuel, puisqu'il y a, je crois que c'est filmé. Mais en réalité, comment repenser un espace public? Où est-il? Pas sur les réseaux, puisque, encore une fois, les réseaux... d'une certaine manière, facilite la possibilité de l'entre-soi, facilite la difficulté d'aller à l'encontre de l'altérité, de rencontrer une véritable altérité. C'est algorithmique, hein, c'est même pas, enfin, je veux dire, c'est la structure même du réseau social qui conduit à cette conclusion. Et puis, il y a une forme de violence qui rend aussi très difficile, il me semble, le débat. Donc, d'espace public pour débattre. Si la seule manière de se parler, c'est par le tweet en 140 signes ou 200, merci, 280, je ne le pratique pas beaucoup, c'est-à-dire par des paroles assez définitives qui ne donnent pas lieu ni au débat, ni à la complexité par définition. Lorsque la temporalité publique, d'une certaine manière, devient difficile à appréhender tout simplement parce qu'on est dans une immédiateté, comment peut-on penser le débat? Enfin, le débat, c'est un espace, mais c'est aussi une temporalité. Quand tout est immédiat, rapide, scindé. Moi, je suis très pessimiste sur la possibilité, effectivement, pour les deux raisons que vous avez évoquées, du débat, du dialogue, de l'idée de construire ensemble une pensée. Voilà, je reste sur ce pessimisme-là, mais j'espère que... Peut-être, Fabienne, pour rebondir là-dessus, sur l'accélération sociale de nos modes d'existence, comme dirait Armand Rosa, et de l'impossibilité du débat. L'accélération sociale de nos modes d'existence fait qu'effectivement, le rapport à la culture, il est forcément de moins en moins interrogé, il est de moins en moins problématisé. Après, ce que je dirais, c'est que sur la notion de culture, une culture, ça a toujours des limites. Je veux dire par là qu'une culture, c'est toujours à la fois un espace ouvert vers les autres, un espace de questionnement, un espace de dialogue, mais une culture, c'est toujours aussi en même temps quelque chose de fermé. Ça a toujours des limites et précisément, toute la question, c'est après de savoir comment à chaque fois on transgresse les limites. Comment on fait qu'une culture, elle peut se dépasser, qu'elle peut aller plus loin, qu'elle peut inventer de nouvelles formes d'expression, qu'elle peut intégrer des différences. C'est-à-dire qu'une grande culture, c'est aussi une culture qui est capable de se rapporter à l'altérité, de se rapporter à la différence et d'en faire quelque chose et de la ramener justement vers elle. Donc de toute façon, toute culture, j'arrive pas à faire tenir mon masque, excusez-moi en parlant, toute culture a des limites. Après, je crois que sur la question de la culture, il faut toujours problématiser le rapport de la culture à l'art. Parce que s'il y a bien un endroit où il y a de la liberté, et où la liberté est fondamentale, c'est dans la création artistique elle-même. Et bien sûr, à ce moment-là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la création artistique. Et d'où les questions, est-ce qu'une caricature, c'est de l'art? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça témoigne en termes de création? Donc la liberté d'expression, elle bute aussi contre la question de la liberté artistique. Et moi, je pense que la liberté artistique, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir pousser du côté de l'œuvre, en tout cas, le plus loin possible. Et donc, je pense que, parce qu'une culture, après tout, Dubuffet l'avait bien rappelé de manière assez radicale dans Asphyxion de culture, une culture, c'est aussi une police. C'est à la fois un mode d'interrogation, c'est à la fois un mode d'appartenance, c'est à la fois ce qui définit un horizon communautaire et la possibilité d'une politique, mais c'est aussi ce qui peut justement se constituer dans un contrôle de l'art. Après tout, la culture, quand elle se constitue, c'est aussi ce qui pose, ce qui est autorisé en termes d'art et ce qui ne l'est pas. Et on sait bien, quand on revisite l'histoire de l'art, que très souvent, beaucoup d'artistes femmes, par exemple, ont été oubliées. Pourquoi aujourd'hui Berthe Morisot, et on en parle beaucoup moins que Manet, Monet et tous les autres. Bon, même s'il y a une superbe exposition au musée d'Orsay qui a... Mais donc, la culture, c'est polysémique.
c'est polysémique, mais quand on pose en revanche ce rapport entre culture et politique, on pose quand même normalement la nécessité d'une ouverture, la nécessité d'un horizon de cette communauté politique, la nécessité de zoner une finalité, la nécessité de faire quelque chose ensemble. Et celui qui l'avait très bien compris, excusez-moi, j'avais envie malgré tout de citer un philosophe, celui qui l'avait très bien compris dès le XVIIIe siècle, au moment des Lumières, c'est Kant. Hein, quand Kant s'attache à définir la beauté, il la définit par rapport justement à une communauté, par rapport à ceux qui vont pouvoir dire ensemble c'est beau et qui vont pouvoir reconnaître ensemble que c'est beau ou que c'est de l'art. Et donc la culture, ça crée un nous. La culture, ça devrait toujours être le passage, comme la politique, d'un jeu à nous, avec tous les risques en même temps du contrôle, bien sûr, qui peut s'exercer sur une culture, et que pour le coup, les dictatures savent très bien faire fonctionner. Bonsoir. Parce qu'effectivement, moi c'est un terme dont je me méfie beaucoup, c'est pour ça que je voudrais rebondir sur votre intervention, madame. Je préfère toujours poser des questions plutôt que de donner des réponses, c'est mon métier. Et le terme de culture, dans la façon dont vous l'employez, me dérange profondément. Parce que ce que vous dites à demi-mot, c'est que certains ont de la culture et d'autres n'en ont pas. C'est un problème. La culture, c'est un terme, moi, dont je me moque éperdument, et tous les matins, quand je fais mon émission de radio, pour une raison très simple, c'est qu'elle est aussi une arme, une violence, et je pense que vous en témoignez, une forme de domination sociale. Pierre Bourdieu a évidemment très bien écrit là-dessus, et je me méfierais toujours de parler de culture au singulier, avec une majuscule. Je préférerais toujours la culture au pluriel. C'est ainsi que j'aimerais qu'on l'aborde, et notamment ce soir, parce qu'effectivement, la culture, ça peut être aussi la propagande, ça peut être aussi l'appropriation, ça peut être aussi des formes de domination, et je pense que l'histoire récente nous l'a montré à plusieurs niveaux. Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait ce jeune homme, parce qu'il se trouve qu'avec Fabienne, quand on est monté dans la voiture à Paris pour venir ici, on a eu un dialogue qui peut répondre partiellement à votre question. Moi, je suis un peu embêté aujourd'hui par le terme problématique, qu'on a tous employé, je crois. C'est un terme, je ne sais pas si vous le savez, qui est beaucoup employé par les woke, comme on les appelle aujourd'hui, qui explique qu'est problématique toute personne qui va en réalité à l'encontre de leur vision, de la défense des droits sociaux. Or, ce qui est intéressant dans leur traitement du mot problématique, c'est qu'en fait, il est complètement fermé, ça devient presque un contresens avec le mot même problématique. C'est-à-dire que c'est plus une façon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème en fait à l'intérieur de ce mot-là, on est problématique, donc on vous met de côté. Le problème, c'est que le mot problématique, ça devrait justement poser question, créer un dialogue, et je pense que ça a quelque chose à voir avec ces mots qui ont perdu leur sens. Et ça j'ai donné le micro à Fabienne parce qu'elle avait très bien répondu à cette question qui me hante en ce moment. J'ajouterais juste une chose par rapport à la question sur le rapport entre culture et politique. Je pense que la culture, enfin moi en tout cas à titre très personnel, je trouve que la culture en ce moment est au contraire un lieu d'appropriation par une certaine forme de politique, voire de police. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autocensure qui est en train de sévir de façon assez dangereuse, et assez inquiétante à mon sens, qui justement qui va à l'encontre d'une forme de liberté de ce champ qui devrait. Alors la culture, après il faut qu'on s'entende sur ce que veut dire la culture, mais je trouve que justement la politique est en train de grignoter le champ du culturel. Alors pas la politique, pas les politiques, pas des personnes politiques, mais une certaine forme de police qui vient moraliser la culture. Et moi, en tout cas, c'est pour ça que c'est que à mon nom, je trouve que c'est très dangereux. Et je ne suis pas sûre que ce soit très partagé ici, mais voilà. Pas certain, mais peut-être Fabienne sur la nécessité du dissensus. Ça c'est mon peut-être. Je pense que la culture, de toute façon, elle s'est toujours déployée dans des champs de conflit. Et dans des rapports de force, parfois très compliqués, où on peut moraliser certains éléments, en démoraliser d'autres. Et par exemple, si on prend tout le champ de réception d'une toile comme l'Olympia de Manet,
c'est que des histoires de dissensus au départ. C'est une toile dont tout le monde rigole, c'est une toile en même temps que d'autres admirent, et donc au départ Manet, c'est le discordant. Donc il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des désaccords et de la discordance dans la culture, et je pense que les cultures, de toute façon, parce qu'effectivement, je pense qu'il faudrait parler au pluriel, c'est le champ aussi du social, c'est le champ de la morale, c'est le champ de la politique, c'est le champ des mœurs. Donc c'est pas étonnant qu'on y retrouve précisément toutes ces querelles-là. Qu'après il y ait des manières différentes d'appréhender les choses à travers les époques, certainement. Mais c'est toujours un champ de bataille en même temps, les affaires culturelles. C'est pour ça que je pense qu'il faut séparer et distinguer l'art et la culture. La culture est traversée par la normativité ambiante, l'art est toujours au-delà ou à côté. Et moi, on me demande souvent pourquoi je reçois des artistes, et quand même, effectivement, c'est parce que c'est une parole tremblante, une parole trébuchante et bien plus libre, somme toute, que celle du politique, de l'expert, du spécialiste, du journaliste. C'est une parole folle, en fait, anarchique, qui s'ouvre parfois, et qui souvent, et c'est ça qui est magnifique, ne dépend pas ne dépend de rien et qui ne peut pas se résoudre effectivement à 280 signes. C'est une des raisons pour lesquelles la parole de l'artiste, moi, ne cesse de m'interroger, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je la trouve effectivement, là pour vous rejoindre, plus intéressante que la parole de l'expert, du politique ou du journaliste, plus forte. Même les politiques qu'on aime, quand on les entend, par exemple dans la matinale de France Inter, en réalité ce qu'ils nous disent, ce sont très souvent des éléments de langage qu'on peut retrouver mot pour mot dans leurs tweets ou dans leur communication. La parole de l'artiste, elle est peut-être un peu folle parfois, mais au moins elle est libre et elle permet, je trouve, de créer des espaces de résistance, des lignes de fuite en fait, qui nous permettent, si on prend un petit peu de distance, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec eux, et encore une fois, il arrive qu'ils disent n'importe quoi, même très souvent. C'est ça la beauté de la parole de l'artiste, c'est qu'elle trébuche et qu'elle tremble. Mais je trouve ça merveilleux parce qu'elle nous invite à réfléchir. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, les artistes, la parole de l'artiste, me semble absolument centrale pour influencer et pour agir sur le fait politique. Alors, une première question peut-être partagée entre vous, puisque effectivement tu l'évoques, cette parole de l'artiste est incertaine, elle tâtonne, parfois elle affirme des choses. Au regard du contexte, de l'actualité, de cette crise un peu lancinante qui nous traverse, est-ce que vous ne croyez pas que on peut faire davantage confiance aux artistes pour soigner nos plaies plutôt qu'aux médecins? Est-ce que finalement ce ne sont pas les artistes et l'art qui peut nous aider à sortir et à construire quelque chose qui soigne un peu certains mots? Ou est-ce que finalement ça serait donner trop d'importance ou essayer de dire ce que doit être l'art à la place de ceux qui le produisent? Ça c'est très vaste. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus dans l'art contemporain, l'artiste devient quelqu'un qui questionne le monde. On l'a bien vu, par exemple, au moment de la crise d'accueil des migrants en Europe à partir de 2015. On a bien vu le nombre d'artistes, à la fois plasticiens, cinéastes, il y a eu aussi des écrivains qui ont su à ce moment-là, justement, on pourrait dire faire œuvre sur cette question des migrations, jusqu'au film assez controversé d'Ai Weiwei, Human Flow, qui retranscrit dans son cinéma tous ces flux de migrants dans les camps à travers le monde. Donc l'artiste, il est de plus en plus dans des formes de questionnement sur l'actualité. Et je crois que sur des questions aussi difficiles que les questions de migration, mais aussi sur d'autres, il a l'immense avantage de proposer quelque chose comme un système d'interprétation. C'est-à-dire que précisément ce qu'il nous dit ou ce qu'il exprime n'est pas totalement transparent.
n'est pas totalement transparent parce qu'il s'adresse avant tout à notre sensibilité ou en tout cas une intelligence sensible. Et donc forcément, ce qui nous touche, ce qui nous envahit face à une œuvre artistique, c'est quelque chose de totalisant, qui touche à la fois nos affects, notre corps et notre intelligence. Et donc là, en ce sens-là, peut-être que dans nos sociétés, il a effectivement une vocation thérapeutique parce que précisément, il nous permet de questionner le monde, il nous permet de comprendre aussi des messages politiques, de les recevoir, mais dans leur profonde aussi ambiguïté. Et à travers aussi ce qui peut nous constituer de manière ambivalente. Il y a une profonde ambivalence de l'art. Et ça en fait du coup une activité à nul autre égale. Et c'est bien un problème du coup si aujourd'hui, qu'une partie de l'humanité n'ait pas accès précisément à un rapport à l'art, parce que le rapport à l'art, ça nous constitue d'une certaine manière. Ça nous constitue d'une certaine manière, ça sollicite aussi des visions, une vision du monde, ça nous permet de nous projeter ailleurs, ça peut nous permettre d'imaginer des solutions dans un monde où il y a peut-être de moins en moins de solutions que l'on arrive à imaginer, mais sans jamais oublier que quand on a ce rapport à l'art, actuellement, on fait quand même partie des privilégiés. C'est-à-dire, on fait quand même partie de ceux qui peuvent aller dans les bibliothèques, qui peuvent aller dans les musées, qui peuvent aller aux concerts. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc voilà, je dirais que oui, l'art peut nous inciter à aller plus loin. Et donc, c'est vrai qu'en politique, on pourrait être complètement fou, mais je crois que ça serait bien et imaginer que les hommes politiques soient entourés d'artistes, d'écrivains, qui les aident à trouver leur politique qui serait autre chose qu'une politique chiffrée. Et je crois que ça serait merveilleux. Moi, j'ajouterais juste, pour aller dans ton sens, que on parlait d'espace public tout à l'heure et de la difficulté de le trouver aujourd'hui dans le champ du politique, dans le champ du social, tout simplement. Parce que ce sont des bulles, parce que même pour prendre l'université, ceux qui vont, enfin voilà, il y a un savoir qui se délivre à l'université, mais comment transmettre ce savoir qui se délivre à l'université en dehors de l'université, enfin comment recréer des passerelles et ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et il me semble que, enfin pour reprendre en fait tes mots et pour aborder plus spécifiquement la littérature, s'il y a un lieu public, même s'il reste confidentiel malheureusement, mais un lieu de la véritable pluralité, c'est précisément le champ de la littérature. Parce que la littérature, si elle n'est pas à thème, si elle n'est pas à slogan, si elle n'est pas inféodée à une mission qui lui serait extérieure, elle est précisément là pour interroger la complexité de l'humanité dans ses différentes versions, avec des personnages qui sont tous évidemment pas faits d'un seul bloc, et qui s'interrogent et qui doutent, et qui sont parfois mauvais, parfois bons, parfois atroces, et tout à coup, dans leur atrocité, qui ont un élan de beauté, de bonté. Enfin, c'est un lieu qui est censé travailler la matière humaine, son jugement, de préférence, sinon on sort du champ de la littérature. Et même pour la littérature un peu politique, enfin, ça n'empêche pas, ou le cinéma, où je prendrais le cinéma aussi, qui pour le coup est un art un petit peu plus démocratique que le musée, le concert, parce que tout simplement on peut, enfin en tout cas je pense aux séries, on peut les regarder sur toutes les plateformes auxquelles on a relativement facilement accès. Ce sont des lieux justement où le questionnement est posé à nouveau frais, il me semble, et que enfin, le champ du politique, le champ de la réflexion, du chantier, du questionnement politique a migré bizarrement du lieu des médias, pardon Augustin, mais enfin de certains médias, on va dire, il y a encore quelques niches, Dieu merci, qui nous ouvrent sur cette pluralité, vers le champ d'un certain art, enfin voilà, et notamment de l'art
littéraire et cinématographique, de l'art narratif, de l'art qui convoque un certain nombre de dimensions pour faire monde. Et il me semble que c'est un lieu finalement où la réflexion est plus subtile, plus complexe, alors sans doute moins militante, parce que dès lors qu'il y a de la complexité, c'est plus difficile de trancher, mais au moins c'est un laboratoire qui est un peu sauvegardé par rapport au champ médiatique auquel on a directement accès. Peut-être, Augustin, pour répondre à cette question et la prolonger un peu, effectivement, je le disais, chaque matin, tu auscultes la création telle qu'elle est en train de se faire. Est-ce que, alors, il serait compliqué d'en tirer un bilan et de tirer un bilan de tout ce que tu vois, mais est-ce que tu peux dessiner, tu parlais de ligne de fuite tout à l'heure, prenant le terme chez Deleuze, est-ce que tu peux essayer peut-être de dresser quelques lignes ? Ça me paraît très dangereux, puisque tout chez moi est du côté de l'interrogation, plutôt que du côté du bilan, de la typologie, du classement, de la hiérarchisation ou autre. Mais je voudrais répondre vraiment à ces considérations que je trouve absolument passionnantes et qui semblent, comme ça, quand on les entend, extrêmement théoriques. Moi, personnellement, après 10 ans passés dans un studio de radio et un plateau de télévision à dire que la culture changeait le monde, j'ai fini par me sentir affreusement hypocrite parce que j'en avais pas vraiment la preuve. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis depuis 2 ans en France et partout dans le monde l'association Bibliothèques sans frontières, donc comme tu l'as rappelé, à 13 ans, et dont la fonction est d'aider à porter l'éducation, l'information et les cultures auprès de populations qui en sont privées, qu'il s'agisse d'une bibliothèque de la paix en Colombie, à une décharge publique auprès des enfants des rues au Burundi, ou le camp de réfugiés de Kutupalong au Bangladesh, plus grand camp de réfugiés du monde, 1 million de personnes. Et c'est cet exemple que je voudrais prendre pour vous répondre. Parce qu'en fait, évidemment, ça peut paraître affreusement violent et élitiste et hors sol de dire que la culture peut soigner plus peut-être que les médecins. En réalité, dans le camp de Kutupalong, c'est très intéressant, la réponse humanitaire est d'1 milliard de dollars. Ce qui fait que les gens, dans ce camp, 1 million de personnes, peuvent manger, peuvent être soignés et ont un logement. Ce que tu disais, et qui est très important de rappeler, c'est que l'ONU est formelle. Quand on entre dans un camp de réfugiés, on y reste 18 ans. Donc la question qui se pose, et c'est une autre forme d'urgence, c'est celle du temps, c'est celle de lutter contre l'ennui, c'est celle de pouvoir s'échapper dans cette prison à ciel ouvert. Et pour cela, la présence de nos 6 bibliothèques dans ce camp de réfugiés est absolument passionnante, parce qu'elle montre comment, effectivement, cet espace-là, qui est un espace de lien, qui est un espace où on trouve effectivement de quoi faire un cinéma, où on trouve également des livres physiques, mais aussi des tablettes sur lesquelles lire, où on trouve des jeux, de la radio, tout ce qui fait culture, ça fonctionne, ça fait société. Et ça sauve profondément, ça occupe, ça permet d'avoir un travail. On oublie toujours de rappeler que la culture aussi est une source d'économie, parfois riche. Et donc moi, je répondrais effectivement, c'est Garcia Lorca qui disait ça, si j'avais je rencontrais quelqu'un dans la rue qui était dans le besoin, je lui donnerais la moitié de mon pain et je lui donnerais un livre aussi. Moi, j'avais été choqué par cette phrase au début quand je l'avais lue. Mais effectivement, cette expérience auprès de Bibliothèques sans frontières m'a montré que ça fonctionnait, que la culture pouvait véritablement changer quelque chose. On va vous redonner la parole si certaines et certains d'entre vous veulent prolonger le questionnement avant de... Madame. Merci, bonsoir. Déjà, je m'excuse parce que je suis arrivée en cours de route, donc désolée si je rattrape. D'abord, première réflexion sur le monde littéraire qui serait dans la pluralité. J'ai des doutes là-dessus et donc je vous interroge parce que je ne suis pas certaine aujourd'hui, en tout cas, que les artistes, les auteurs et autrices auxquels on a accès soient forcément dans une grande pluralité. D'abord d'origine sociale, je vois de plus en plus de femmes et je lis beaucoup de femmes écrivaines, mais disons quand même que, et on l'a vu pendant le Covid et l'après-Covid, les hommes ont bien écrit pendant le Covid, les femmes beaucoup moins.
et on sait pourquoi, et on l'a vécu, et donc nous savons pourquoi. Donc cette pluralité, je l'interroge auprès de vous. Le thème du débat est plutôt sur ce que la culture peut changer aux politiques, mais comme je vous entendais aussi sur le rapport inverse, c'est-à-dire ce que le politique, quelque part, impulse, ou en tout cas, parfois même peut annihiler dans la culture, je m'interroge sur la question de la moralisation, parce que c'est un débat qui a beaucoup dans la période. Il y a le fameux « on ne peut plus rien dire », etc., qui est extrêmement présent, qui me fait sourire, mais qui me fait grincer aussi. Moi, je suis députée, je me sens féministe, je me sens profondément de gauche et de l'écologie, et quand j'entends les féministes aujourd'hui qui s'expriment, je les sens absolument pas dans la moralisation, mais au contraire à vouloir casser les normes, à vouloir sortir profondément des normes existantes. Et donc, quand j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des discours qui les accusent de vouloir moraliser, ou en tout cas qui les mettent dans le camp de la moralisation, cela m'interroge, me fait grincer, je le redis, parce que je crois que, justement, elles sont dans le camp de celles, et ceux d'ailleurs, qui veulent réinterroger l'ensemble des normes. Et il me semble justement que les artistes, le monde de la culture et des arts, est bien le lieu justement qui cherche à sortir de cela. Et que dans la politique, il y a effectivement, c'est aussi un monde de dissensus, c'est le monde du dissensus, c'est le monde qui est censé le faire vivre. Et pour également mettre ma pierre dans mon jardin, je sais bien à quel point cette conflictualité est malheureusement extrêmement pauvre, et trop pauvre dans la période. Mais en même temps, je suis pour que ce dialogue puisse se dire aussi que dans la politique, il y a du dissensus, et que je n'ai pas le sentiment, en tant que féministe, écologiste de gauche, je cherche à moraliser, mais bien à accompagner celles et ceux qui veulent casser les normes. Alors, je réponds, puisque ça m'est directement adressé. On n'avait pas compris. Hein? J'ai compris. D'abord, juste une précision sur la question de la pluralité. Quand je parle de la pluralité, je ne parle pas de la pluralité des artistes, je parle de la pluralité de l'espace public, public ou privé, puisqu'un livre s'achète et qu'un film, c'est toujours payant, même si on le regarde à la télévision, de ce qui est produit dans une œuvre. Je parle de la pluralité des points de vue, de la pluralité des angles, de la pluralité des personnages, de la pluralité des histoires. Je parle de la pluralité que permet de créer une œuvre, pas du tout de la sociologie des artistes. Enfin, c'est pas du tout le même débat, qu'on peut tenir par ailleurs, qui est très intéressant effectivement, mais qui est d'un autre ordre. Et cette confusion entre les artistes et leur œuvre me semble problématique pour arriver à parler justement d'art. Et c'est là où viennent se rencontrer culture et art. C'est-à-dire que le questionnement politique sur la culture n'est pas le même questionnement que celui qu'on peut porter sur l'art. Et autant sur la culture, je suis d'accord avec vous qu'il faut moraliser dans le sens de re-questionner justement les statu quo, les rapports de force en présence, etc. Autant faire déplacer ce questionnement qui porte sur les personnes, sur les institutions, vers l'œuvre d'art en tant que telle, je pense que c'est un contresens. Je pense qu'à ne pas séparer les deux champs, les deux domaines, effectivement, on prend le risque de juger une œuvre d'art non plus sous le motif de son esthétique propre ou de ce qu'elle a pu créer, de ce qu'elle a pu susciter, de ce qu'elle a pu nous faire voyager, ou peu importe, vers une question de la moralité publique. Et il me semble que si on n'arrive pas à sanctuariser le pur lieu de la création, je ne parle pas des auteurs, je ne parle pas des institutions qui peuvent prendre en charge la question de la moralité, de la justice, etc. Ce sont deux champs qu'il faudrait arriver à séparer. Il me semble qu'aujourd'hui, on nage dans une grande confusion. En revanche, sur la question des œuvres elles-mêmes, importer le questionnement moral dans ce lieu-là, il me semble qu'effectivement, il y a une forme de contresens et il y a une forme de censure qui me paraît dangereuse, en effet. Mais ce qui n'empêche absolument pas, de l'autre côté, de réinterroger la position des artistes dans la société, l'accès à la culture des uns et des autres, les positionnements institutionnels, etc., là, qu'il serait bon, effectivement, de faire bouger. Et ça, je vous rejoins tout à fait sur cette question-là.
Fabienne, peut-être sur la pluralité du monde littéraire, Oui, la place des femmes. Je veux bien ajouter quelque chose pour avoir aussi écrit une tribune dans Libération au lendemain du geste d'Adèle Haenel quand elle a quitté la salle au moment de la cérémonie des Césars. Pour moi, c'était un geste politique. Sa sortie est un geste politique et elle inaugure la possibilité d'une parole. Et pour moi, ce n'est pas de la morale. Et je pense qu'effectivement, le féminisme, c'est le fait de chercher à casser un certain nombre de normes, effectivement. C'est de chercher à casser les normes qui font tenir la domination masculine. Après, bien évidemment, ce combat contre les normes, il ne concerne pas que le féminisme, il concerne bien évidemment d'autres formes aussi de combat politique. Ça peut être le combat contre le néolibéralisme, contre des formes financiarisées du capitalisme. Enfin, mais je crois que ce qui est quand même réjouissant aujourd'hui, c'est la renaissance du féminisme. Enfin, moi, je suis d'une génération, j'ai eu 20 ans dans les années 80, dans la deuxième moitié des années 80. Il n'était plus question de parler de féminisme. On pensait un peu que tout était acquis. Les avancées étaient des petites choses après les années 70. Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner et l'histoire n'est pas écrite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un renouveau du féminisme et des luttes féministes, et surtout que c'est international. C'est ça qui est très intéressant. C'est que peu importe finalement les petites querelles qu'il peut y avoir en France, parce que de toute façon, il y a toujours eu des féminismes. Il n'y a jamais eu un seul féminisme. Et je crois que là-dessus, quand on est féminisme, faut avoir ce minimum de dialogue qui fait qu'on reconnaît aussi les autres formes de féminisme et qu'on reconnaît aussi les femmes et les hommes qui ne sont pas féministes et qu'on essaie d'entamer malgré tout un dialogue et qu'on essaie de faire changer le rapport de force également. Mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que tout cela est international. Et qu'à partir du moment où c'est international, ça existe au Chili, ça existe aux États-Unis, bien sûr, ça existe en Afrique, au Soudan, dans plein de pays du monde, ça ne s'arrêtera pas comme ça. C'est un mouvement qui est largement en marche. Augustin, avant de prendre une question. Non, je vais répondre quand même à Mazarine, parce que quelle censure, Mazarine. Après tout, Roman Polanski continue à faire des films. Après tout, Woody Allen trouve très facilement une maison d'édition. Non mais tant mieux, mais on ne parle pas de censure, parce que c'est pas ça, la censure. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on ne supporte pas, c'est que cette parole dominante soit défiée. Mais enfin, c'est le principe même, quand on a une parole dominante, que d'accepter d'être défié. Il faut accepter d'être défié. Sinon, on peut mettre de côté son privilège. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les privilégiés en question le gardent, ce privilège. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, je me considère féministe. Il se trouve que le féminisme universaliste n'a pas le vent en poupe en ce moment. Mais je considère que... Alors voilà, après, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, que les féminismes et les féministes doivent pouvoir dialoguer entre elles. Et que ça me paraît le b.a.-ba. Il se trouve qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas requises pour que ce dialogue puisse avoir lieu. Ce que je trouve assez dommage. Parce qu'il y a des il y a des combats d'abord qui sont communs, mais il y a des vraies dissensions qui sont au-delà de la question des femmes, qui sont sur une vision même de l'humanité en général, et sur une vision politique et sur des agendas politiques très particuliers. Donc moi, je pense pas du tout que c'était le thème du débat de ce soir. J'allais recentrer avec une question. On pourra en parler longtemps parce que c'est hyper intéressant. Ce qui est triste, c'est que ça soit aussi passionnalisé et qu'on n'arrive pas du tout à débattre, quoi. Madame. Bonjour. Alors moi, je voulais reprendre sur... ça poursuit un peu le débat sur la pluralité en littérature, mais en parlant d'une partie de la littérature qui est un peu, on va dire, sous-cotée ou plutôt mal vue, ou dont on entend peu parler, c'est la littérature jeunesse et la littérature young adulte, qui aujourd'hui prend de plus en plus de place. Par exemple, il y a eu un article de France Culture très récemment qui parlait du fait que les gens qui ne comprenaient pas le plaisir des gens de partager leur lecture sur les réseaux sociaux et qui voyaient dans ce fait une certaine autosatisfaction de montrer qu'on lisait beaucoup et qu'on lisait des beaux textes. Et moi, ce que je vois majoritairement sur les réseaux sociaux et les gros partages,
enfin les gros comptes qui partagent de la littérature, c'est sur Booktube et Bookstagram. Donc pour présenter pour les gens qui ne connaissent pas, c'est donc sur YouTube et Instagram des communautés de personnes, majoritairement des jeunes femmes quand même, qui partagent leur coup de cœur littéraire, ce qu'elles lisent, leur lecture du moment. Et principalement, elles lisent du young adulte, donc du jeune adulte, de la jeunesse, de la littérature de l'imaginaire, qui sont encore des littératures qui sont très peu mis en avant, en dehors dans les revues littéraires classiques, etc. Et en fait, pour revenir au débat sur culture et politique, on a vu quand même ces dernières années dans la littérature young adulte un vrai changement. Enfin, moi, j'ai 21 ans, et je vois par rapport à ce qui sortait il y a 10 ans, quand moi, j'arrivais au moment où je lisais ces livres young adultes, les sujets qui sont traités aujourd'hui sont totalement différents. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes lecteurs qui vont se politiser grâce à la lecture young adulte, qui va parler de tous ces sujets, de lutte féministe, de questions LGBTQIA+, de questions de grossophobie, de diversité, de racisme, et c'est de lutte pour le climat. Et c'est dans ces romans-là, parce qu'on a vu par exemple, sur France Inter, par exemple, qui a notamment beaucoup fait pour les bacs philo, donc penser la philosophie avec Harry Potter ou avec ce genre de littérature. La littérature de l'imaginaire est excellente pour parler de ces questions-là. Et en fait, c'est des littératures dont on parle très peu et qui pourtant permettent aujourd'hui de forger toute la nouvelle génération militante. Et tous ces jeunes qui arrivent en politique, ils se sont formés sur ces littératures-là, avec des romans, je pense à l'excellent roman Nous les filles de nulle part, qui parle de culture du viol dans les lycées, inspiré de l'affaire du violeur de Stanford, qui a été condamné à 6 mois de prison puisqu'il était nageur et que déjà ça allait gâcher sa carrière à Stanford, et c'était suffisant après avoir violé une jeune femme. Et donc je pense que c'est une partie de la littérature dont on ne parle pas et qui pourtant permet aujourd'hui de politiser toute une nouvelle génération de militants qui arrive aujourd'hui et qui est la génération de demain et qui est cette génération climat dont on parle beaucoup et qu'on ne voit pas. Et c'est de la littérature qui est encore très peu mise en avant, alors qu'en plus, en parallèle, c'est aussi ces auteurs-là qui se mobilisent, en tout cas moi de ce que je vois le plus sur les réseaux sociaux, pour les droits des artistes-auteurs, notamment en ce moment avec des personnes comme Samantha Bailly, et qui défendent en majorité le droit des auteurs pour avoir des contrats d'édition corrects avec... voilà. Nicolas, je me permets de continuer. On a une question sur les réseaux sociaux de Abdul Karim Chirara qui nous demande si dans les systèmes politiques qui paraissent fermés, dictatoriaux et qui sont centrés sur une certaine violence contre tout ce qui transcende leur ligne dominante, est-ce que nous, on pourrait aider ces systèmes fermés sur eux-mêmes à réintroduire de l'art et de la culture ? Alors ça ce sera peut-être une question... alors on va répondre d'abord à la question sur la hiérarchie sociale, peut-être dans le champ littéraire. Ça, c'est plutôt toi. Non, juste, je raconte que, dans la voiture tout à l'heure pour arriver ici, il y avait justement sur France Culture une énorme émission d'un chercheur sur Harry Potter et tout, et c'était intéressant parce que ça faisait désormais partie du patrimoine culturel, voire universitaire. Mais bon, ça m'a... Peut-être Augustin. Oui, moi j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que vous avez cité les réseaux sociaux qui sont des médias au même titre que les radios, au même titre que les télévisions et au même titre que la presse écrite est souvent plus puissant. Donc elles existent, ces littérature qu'on a appelée pendant longtemps, vous avez raison, para-littérature. Après, il s'agit aussi de l'éditorial. C'est-à-dire qu'il y a quand même des émissions de pop culture, d'ailleurs vous en avez cité. Et puis après, d'ailleurs ça me permet de rebondir aussi sur la question de la diversité du champ littéraire que vous disiez, madame. J'ai pas beaucoup d'écrits. Moi, j'en reçois depuis 15 ans des écrivains. Je crois que j'en ai eu 4 de droite. Non, mais c'est intéressant aussi à noter. Pour ce qui est des écrivains, moi, j'ai reçu, je pense, 70% de femmes depuis 10 ans. Donc, comment ? Social. Mais oui, mais vous voyez bien quand même que la puissance aujourd'hui est à l'international, puisqu'on en parlait d'une Annie Ernaux, par exemple. Toute cette littérature inspirée de la sociologie qui va jusqu'à Édouard Louis, en passant par Nicolas Mathieu, qui a eu le prix Goncourt dernièrement, ce ne sont pas des milieux privilégiés. Moi, j'ai reçu, là, pour cette rentrée, Pascal Quignard, Lola Lafont, Alice Zeniter. Ce ne sont pas des grands bourgeois. Vous voyez ? Donc je pense que c'est en train de changer, non mais c'est pour aller dans votre sens, je pense que c'est en train de changer véritablement, que le champ littéraire a pris en compte, si vous voulez, ces questions que ces auteurs en question que je viens de citer ne cessent de questionner, ne cessent
ne cesse d'explorer, si vous voulez. Donc je suis moins pessimiste et je vois au contraire des éclairs, encore une fois des lignes de fuite et un champ littéraire évoluer vers le mieux pour vous répondre à toutes les deux. Pour répondre et tout n'est pas encore fait, hein. On est d'accord, bien sûr. Pour répondre à la question des réseaux sociaux, je ne sais pas qui veut s'y coller. Si j'ai bien compris, l'idée c'est de voir comment dans des régimes totalitaires ou non démocratiques, le levier culturel pouvait permettre de combattre des situations politiques. C'est ça, hein, en gros. Cette question nous amène peut-être d'ailleurs à ce que vous faites avec Bibliothèques sans frontières. Tu sais, quand vous essayez de mettre des dispositifs de connaissance, de l'accès au savoir, parfois dans des dictatures, en détournant avec notamment la petite boîte numérique qui permet d'accéder à des contenus, etc. Tu peux peut-être en dire 2 mots après Fabienne. Sur les régimes dictatoriaux ou les différentes formes de totalitarisme, le problème c'est qu'elles produisent un art officiel et que précisément elles excluent, ces régimes excluent toutes les autres formes d'art. On se souvient très bien de cette fameuse exposition nazie sur l'art dégénéré, d'abord à Munich et après à Berlin, qui était en fait une exposition qui était censée montrer aux Allemands toutes ces formes d'art dégénéré, qui en fait étaient toutes les merveilles de l'art moderne, enfin ce qu'on a appelé à ce moment-là l'art moderne, en tout cas des avant-gardes, qui étaient en train de se constituer à ce moment-là en Europe. Donc comment du coup dans des régimes dictatoriaux qui créent un art officiel, qui donc exclut des artistes, qui les emprisonnent ou qui les oblige à l'exil, comment on fait pour réintroduire de la liberté par l'art ou par la culture? C'est très compliqué. On peut le faire, effectivement, à ce moment-là, par des formes d'art un peu marginales ou un peu ambivalentes, mais c'est toujours, on rejoint la question de tout à l'heure, c'est que l'art, c'est quand même quelque chose qui fait craquer les normes. Et pour faire craquer les normes, il vaut mieux avoir un peu de liberté. Et c'est là que la politique intervient. Parce que la politique, c'est ce qui doit permettre précisément aux individus dans un pays d'avoir de la liberté d'expression, de pouvoir être autorisé à faire craquer les normes, justement. Je vais juste ajouter une anecdote, enfin, plus qu'une anecdote. J'avais travaillé à une époque sur la littérature allemande et rencontré des auteurs allemands, je pense à Christoph Hein et à Christa Wolf, qui étaient des auteurs est-allemands, donc qui étaient coincés derrière le mur et qui ont été effectivement en but à la censure et donc qui ont essayé d'inventer toutes les manières possibles et imaginables d'arriver à écrire de façon à dire ce qu'elle voulait écrire, tout en essayant de passer à travers les grilles de la censure qu'ils commençaient à connaître par cœur. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait comme ça toute une sorte de stratégie pour arriver néanmoins à être publié, en sachant que certaines choses n'allaient pas passer et qu'il fallait un petit peu les coder pour que ça puisse passer l'épreuve de la censure. Et donc, c'est toute une littérature qui s'est développée dans un pays où la censure s'est vissée. Et c'est une littérature passionnante, magnifique, extraordinaire, mais effectivement qui devait combattre avec cet ennemi permanent. Et puis, le mur est tombé. Et un certain nombre d'auteurs est-allemands n'ont plus pu être publiés, tout simplement parce qu'ils ne vendaient pas. Et c'était très intéressant de voir, en fait, non pas de forme de censure, parce que dans un pays libéral, on ne pourrait pas parler de censure, mais néanmoins de forme d'interdiction. C'est-à-dire que dans le pays est-allemand, alors il ne s'agit pas de faire la géographie du régime est-allemand, mais néanmoins il y avait une forme de littérature qui arrivait à se maintenir à travers des stratégies éprouvées, enfin, qui finissaient par fonctionner. Et de l'autre côté, il y a un grand nombre d'écrivains est-allemands qui ont disparu littéralement parce que leurs livres ont été pilonnés, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas fonctionner, ils ne marchaient pas à l'Est. Enfin, dans une culture libérale où c'est l'économie qui compte, et bien, il y a tout un pan de la littérature est tombé. Et je crois que c'était très intéressant de voir que, évidemment, la censure, c'est ce qu'il y a de pire,
mais qu'il y a aussi une autre forme de censure qui est tout simplement le fait de pouvoir vendre, quoi. La possibilité d'être lu, d'être publié, et donc, d'une certaine manière, et on en revient finalement à notre ambivalence qui court depuis le début de ce débat, qui est la grande proximité conceptuelle, mais en réalité très floue, entre art et culture, qui fait que la culture, finalement, grignote l'art, parce que ce qui peut être publié, c'est ce qui est normativement correct, c'est ce qui participe de l'air du temps, c'est ce qui peut fonctionner, qui passera les fourches caudines, non pas de la censure, mais encore une fois, de certaines normes. Et le fait de ne pas pouvoir être publié ou qu'on ne puisse pas parler de votre ouvrage et de ne pas pouvoir être lu, c'est une autre manière d'écraser une forme de création. Et donc toute création n'est pas possible, y compris dans un pays libéral où tout est possible, enfin, où en tout cas la censure telle qu'elle existait dans des pays extrêmement rigides, autoritaires, voire totalitaires, ne pouvait pas fonctionner. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de mettre en regard ces deux formes d'impossibilité. Mais j'ai toujours quand même l'impression que l'art, c'est justement le détour. L'art se réalise plus que jamais dans des formes de subversion. Il se trouve que les auteurs que citait cette jeune femme ici sont des auteurs qui, pour beaucoup, sont nés sur Internet, en dehors de circuits d'édition. Donc c'est pareil, moi je remettrais quand même un peu en question cette censure, parce qu'on peut réellement exister autrement que dans ce champ littéraire très institutionnalisé, avec des éditeurs. Oui, de plus en plus, exactement. Et il y a des formes de résistance en fait qui existent, et en tout cas moi je les vois effectivement surgir. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils ne sont pas mis en avant forcément à la radio ou à la télévision qu'ils n'existent pas, puisque vous le dites, il y a de plus en plus de lecteurs, vous avez raison, quelquefois ils sont même récupérés par des maisons d'édition. Tout à fait. Oui. Oui. Mais vous avez remarqué... Oui. Enfin, moi, j'en ai reçu une quinzaine quand même dans mon émission d'auteurs jeunesse. Mais vous avez remarqué quand même qu'ils existent. Ils existent par les réseaux sociaux, et ils existent, par exemple, beaucoup plus que nombre d'écrivains, de romanciers publiés dans des maisons d'édition qui disparaissent totalement dans des rentrées littéraires où il y a 600 romans et qui en vendent 30 de leurs romans. Par ces réseaux sociaux, ces auteurs qui sont des auteurs de résistance, et je suis d'accord avec vous, arrivent à trouver une présence que moi je ne plains pas, parce qu'elle est en réalité plus présente que, hélas, la plupart des écrivains publiés. En fait, vous avez raison, dans une rentrée littéraire, on en parle de 15 romans. Il y a tous les autres. Mais je pense que les auteurs dont vous parlez, ils ont plus de résonance, étrangement. Parce que dans ces réseaux sociaux, ils arrivent à exister. De résonance et d'audience, probablement. Parce qu'effectivement, tu le rappelles... Il faut voir les ventes de livres, et quelques-uns existent, mais l'audience est quand même plutôt limitée. Et ce champ un peu alternatif, en tout cas qui se déploie dans des modes un peu non institutionnalisés, il est aussi très vivant. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai interrogé sur effectivement le diagnostic un peu que tu faisais sur l'art tel qu'il est en train de se faire, et sur les pluralités finalement artistiques, parce qu'on voit en fait à côté, et c'est vrai de tout temps, c'est qu'à côté du champ institutionnel, il existe en fait une pluralité de pratiques qui viennent critiquer le pouvoir, qui viennent le dévoiler, et qui s'organisent bien aujourd'hui, même s'il n'est pas officiellement reconnu. Monsieur, peut-être vous aviez une question depuis tout à l'heure. J'ai une question, oui. Allez-y, monsieur. J'ai le micro. Excusez-moi, ici à gauche. Hop. Merci. Oui, moi, vraiment, je voudrais insister beaucoup sur ce lien entre, en fait, l'articulation entre art, politique et culture. J'aimerais avoir quelques exemples, justement, de ces auteurs eux, ou autrices, qui ont, à travers les réseaux sociaux, des impacts, et dans quel champ politique et quelle ampleur. Parce que j'ai quand même une certaine nostalgie, dans une certaine mesure. C'était mieux avant, quand on pense au XIXe siècle,
Quand on voit Victor Hugo, qui, à travers notamment Les Misérables, a touché le sentiment populaire, et ce n'est pas pour rien qu'il a contribué sans doute aux luttes sociales du 19e siècle, comme d'ailleurs Émile Zola avec Germinal, et c'est pas pour rien qu'il y a eu l'enterrement de Victor Hugo plusieurs millions de personnes, plus qu'à la libération de Paris. Et donc, je crois que la littérature, mais on a peut-être manqué jusqu'à présent dans ce débat, le théâtre peuvent être vraiment des outils qui à la fois sont des formes, des expressions artistiques, et mêlent la culture avec la politique. Et on a le grand exemple du créateur du Festival d'Avignon. Villard. Et je pense que là où on voit aussi des expériences positives, c'est dans des maisons, ce qui reste de certaines maisons de la culture, où on met des gens de différentes origines culturelles en situation d'improviser par rapport à la situation qu'ils vivent, des formes théâtrales, qui des fois d'ailleurs sont liées aussi avec des décors, avec la peinture, etc. Même la peinture qui est élitiste, évidemment, quand on va dans les musées, mais comme vous disiez, il y a des exemples dans le tiers-monde. Au Sénégal, dans les banlieues de Dakar, il y a des murs qui ont été faits, qui sont des expressions culturelles populaires et qui sont des actes en même temps de mobilisation. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose, que ce soit par le théâtre, la littérature ou la peinture, si on veut vraiment que quelque chose change, qu'il y ait un imaginaire qui change, qu'il y ait un nouveau récit plus proche de Gaïa, de la Terre, plus proche de la solidarité, ces trois vecteurs artistiques qui en même temps mélangent les cultures. Quand on parle du cas des migrants, c'est absolument essentiel à cultiver, à élargir quand il y a des pratiques innovantes et les faire connaître. Peut-être on va prendre une deuxième question qui sera probablement la dernière, parce que je vois la salle se vider et l'heure passer. Monsieur ? Elle est complémentaire de la question de monsieur, puisque justement je trouvais que dans votre débat, on parle beaucoup de danse, de littérature et de cinéma, et qu'on oublie un peu le spectacle vivant, et que justement le théâtre, mais aussi la danse. Moi, je travaille à la fois en danse et en littérature, et je trouve que la danse et le théâtre ont aussi une autre façon de s'engager. Et on s'engage là à travers le corps, et pas à travers un texte. C'est justement souvent les écrivains me disent que c'est plus facile d'être derrière un texte, derrière un livre. Mais les comédiens et les danseurs, eux, sont engagés sur le terrain, sont engagés face au public. Et du coup, c'est un vrai engagement pour moi politique, un vrai engagement social, d'être un artiste, d'être en corps à corps avec le monde, avec les gens. Et c'est vraiment aussi une autre façon d'interroger le monde, d'interroger le politique. Et pour moi, c'est une vraie exploration. Et le remède, pour moi, c'est justement... Moi, je suis très content quand les gens sortent de la salle de spectacle et disent « Ce spectacle, il m'a interrogé, il m'a interpellé, il m'a gêné, il m'a pas plu. » Mais au moins, il n'a pas laissé indifférent. C'est ça qui, pour moi, est vital dans l'art. C'est interroger, c'est questionner, c'est bouleverser d'une certaine manière. Fabienne, sur la mise en question, peut-être à la fois sur les deux questions. Sur la première, déjà, je pense qu'il y a un devenir précaire de l'écrivain en cette fin du XXe et en ce début du XXIe siècle, tout comme il y a sans doute un devenir précaire de l'art, mais ça touche spécifiquement la question de l'écrivain en tout cas, parce que c'est vrai qu'entre Victor Hugo, Émile Zola et les écrivains actuels, c'est plus le même monde. Alors on pourrait faire une étude un peu inversée concernant les femmes peut-être, parce qu'après tout, la seule femme à vivre de sa plume au XIXe siècle, c'est d'ailleurs Virginia Woolf qui le rappelle, c'est George Sand. Et au XXe siècle, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ont pu vivre de leur plume, être reconnues comme écrivains. Mais je pense qu'il y a un devenir précaire de l'écrivain. Et que là-dessus, d'ailleurs, on sait bien, aux États-Unis, par exemple, l'écrivain, c'est pas grand-chose pour l'Américain moyen. Donc il y a cette première chose qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a une fragilisation là. Et cette fragilisation, elle est assez en correspondance, à mon avis, avec aussi
aussi ce qui gagne dans nos sociétés, c'est-à-dire le sentiment de vulnérabilité. Les écrivains, les artistes, comme d'autres, sont des êtres vulnérables en quelque sorte. On pourrait, enfin, en tout cas, pas mal développer de choses là-dessus. Sur le théâtre vivant et la danse, qui sont actuellement extrêmement touchés, puisque justement ce sont des domaines où justement on n'est pas encore, on pourrait dire, reparti. Je dirais qu'effectivement il y a un rapport très fort au corps, et donc il y a vraiment la possibilité du transfert. C'est déjà ce que disait Aristote au moment de la poétique. Quant au sujet de la tragédie, il évoquait le thème de la catharsis, c'est-à-dire précisément du transfert des passions, de la purgation des passions. Et donc là, il y a quelque chose de très fort, à la fois dans le théâtre vivant et la danse, le fait de sentir vraiment un spectacle passer dans son corps, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose d'inégalable. Et il faut vraiment espérer que ça ne disparaîtra jamais, parce que finalement, c'est pas gagné à l'âge de la virtualisation de nos sociétés. C'est un bien précieux. Non, mais j'ai rien à ajouter. Sinon, qu'effectivement, le théâtre, c'est l'art éminemment politique. C'est le lieu mais depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, en effet, évidemment. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, il est frappé de plein fouet. Et de toute façon, la question sur laquelle on a presque commencé cette assemblée, sur la question de l'espace public, mais au sens réel, quoi. Le théâtre permet cet espace de réflexion, justement de pluralité, puisqu'on a utilisé ce terme-là tout à l'heure, et puis de présence en commun, quoi. Et ça, c'est un bien précieux. Et la danse aussi. Et notamment de réflexion sur le pouvoir, puisque théâtre, effectivement, celui qui a la parole a le pouvoir le plus souvent. Et moi, j'ai fondé toute ma culture politique en allant à la cartoucherie avec Ariane Nouchkine quand j'étais petit, qui intègre d'ailleurs à plusieurs égards la danse, à mon avis. Je voudrais répondre quand même sur ce que vous disiez. Moi, il me semble, parce que vous parliez de Zola, que le succès monumental d'un Alain Damasio, justement, écrivain de science-fiction aujourd'hui, on parle de millions d'exemplaires vendus là, hein. C'est pas les 400 000 d'Emmanuel Carrère, hein, dont on parle partout. On parle d'1 million d'exemplaires. C'est un auteur beaucoup plus populaire, hein, en réalité, qui a trouvé sa presse, mais pas une presse aussi grande. Hein. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est un auteur qui, effectivement, charrie une vision du monde, des solutions, un questionnement sur la violence aujourd'hui, sur la façon dont on l'intègre, sur la façon dont on se l'inflige, d'ailleurs, nous-mêmes. Et c'est un auteur à lire, à mon avis, et qui a un avenir politique, je le souhaite, proche de celui de Zola. J'espère qu'un jour on le lira comme ça. Et pour ce qui est de la danse, je suis d'accord avec vous. Moi, sur les interviews, dans ma vie, dans mon métier, qui ont toujours été les plus fortes, hein, parce que c'est une syntaxe que je ne comprends, n'étant pas spécialiste, qu'instinctivement, que par mon corps, justement, par les silences, par les tremblements, par les trébuchements de ce qui se dit d'une parole, d'ailleurs souvent friable aussi. Et effectivement, on en parle moins. Vous avez raison. Je voulais que je vous dise pourquoi. Parce que c'est très difficile, pour moi par exemple, quand je suis sur une chaîne nationale, de parler d'un spectacle que peu de personnes peuvent voir. De parler d'un spectacle qui n'est qu'à Paris, par exemple, ou qui n'est qu'à Lyon, ou qui n'est qu'à Bordeaux. Donc moi, je m'attache à recevoir des artistes de spectacles vivants qui font des tournées dans toute la France, qui excluent effectivement grand nombre de créateurs, de chorégraphes. Mais ça, c'est une question, moi, travaillant sur une chaîne nationale, que je me pose tout le temps. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'en reçois quand même, hein, et le plus possible. Mais il faut toujours se poser cette question, qu'on se sent profondément exclu aussi quand on écoute la radio et qu'on nous parle d'un spectacle qu'on ne peut pas aller voir, qui n'est pas retransmis sur les chaînes de télévision, parce que c'est ça aussi, peut-être que le service public pourrait retransmettre plus de pièces de théâtre. Hein, parce que France 3 a un très bon attaché de presse, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis parce que ça me vient à l'esprit. François a un très bon attaché de presse qui a réussi à faire passer le fait que toutes les émissions culturelles ont disparu de cette chaîne. Hein, c'est quand même assez intéressant. C'était une chaîne qui mettait
justement, à l'antenne du spectacle vivant, c'est aussi comme ça qu'on le fait entendre, qu'on le fait... Ça, c'est une question politique. Ah oui, c'est une question politique. Pourquoi est-ce qu'on ne subventionne pas de la culture, quoi, sur des chaînes publiques? Pourquoi est-ce que les chaînes publiques s'alignent sur des chaînes privées? Ça, c'est des questions politiques. Alors, on ne parle pas forcément de création, parce que ce n'est pas aux politiques de décider de ce qui doit être créé et de comment créer, mais en revanche, de créer un espace, de sanctuariser un espace, ça, c'est une question éminemment politique. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'audience, puisqu'aujourd'hui, on en parlait un petit peu, effectivement, ces chaînes même les chaînes publiques sont régies par l'audience, mais elles ont des comptes à rendre, évidemment. Peut-être parce qu'on avait fini sur 2 interventions d'hommes. Je vous propose, madame, de conclure avec une dernière question. Puisque c'était pas une question. C'était juste pour rebondir sur la danse, voilà, parce qu'on est très concerné par la danse dans notre famille. Et effectivement, on est parents de jeunes danseurs de moins de 30 ans, des garçons. Et leur questionnement actuel, il est très intéressant parce que l'un travaille pour une institution, l'autre est intermittent du spectacle. L'un est salarié, l'autre ne l'est pas. Mais dans les 2 cas, il se pose la question, en tant que frères jumeaux en plus, travaillant dans le même domaine, de la place de l'interprète danseur. C'est parce qu'on parle beaucoup des chorégraphes, mais le rôle de l'interprète danseur, est-ce que aujourd'hui nos fils se posent vraiment sérieusement la question, et avec tous leurs amis artistes, circassiens, acteurs, même musiciens, ils ont vraiment un questionnement très fort. Ils font des communautés, des communautés d'artistes d'ailleurs, où ils mettent en place une micro-démocratie, dans lesquelles d'ailleurs le féminisme a une grande place. Bon, ça c'était juste une remarque en aparté, mais en tant qu'interprète, il se pose vraiment la question de la place de l'artiste au service d'un créateur. Est-ce que c'est une question politique aussi? Parce qu'il se demande parce qu'il y a la question de vivre, de gagner sa vie en tant que danseur. Donc, l'un de nos 2 fils, par exemple, refuse désormais de travailler pour certains chorégraphes, au péril de perdre ses heures d'intermittence. Mais il ne souhaite pas travailler uniquement pour gagner sa vie en tant qu'interprète si le chorégraphe, pour lui, n'a pas une vision politique et quelque chose d'intense à apporter à la société, à la cité. Donc c'est une question que les jeunes danseurs se posent aujourd'hui, peut-être plus que les générations d'avant, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez conclure avec un dernier mot, Fabienne, Mazarine, Augustin? Ça aurait pu être intéressant. Quand on a parlé de cette table ronde, m'est venue en tête la phrase de Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et ça, c'est ça aussi, la culture et le sens politique de la culture. C'est une phrase très forte, mais dont on ne sait pas tout de suite là où elle va nous mener. Je laisse terminer. Et ben moi, alors que je suis le seul des 3 qui n'est pas philosophe, je suis très marqué en ce moment par la condition de l'homme moderne. Où Hannah Arendt explique d'ailleurs avec la force qu'on lui connaît et avec de façon très précise qu'il n'y aura pas d'action et de parole politique sans historiens, sans bâtisseurs de monuments, sans écrivains pour les raconter, pour les transmettre et pour en faire des œuvres. Donc le lien entre le fait culturel, les cultures, les artistes et le politique, il faut s'en souvenir. Toujours perpétuer, parce que la politique n'est rien, je le pense, sans les artistes, non seulement pour la raconter, mais j'irai plus loin pour la questionner, sans cesse. C'est une belle conclusion. Hannah Arendt qui a aussi écrit La crise de la culture, malheureusement, elle n'a pas totalement tort. Bon, merci à vous 3, merci infiniment d'avoir pris le temps de se débattre, ces échanges. Merci à toutes et tous.